David nous éduque. Mephiston Red! Mephiston Red! Warstone Glow! Moi, je trouve plus que tu te forces. Ça... Aucune émotion. Ben, moi, je tiens à dire que j'ai eu vraiment peur que tu le droppes. Mais j'aurais trouvé ça immensément drôle. Fait que moi, je pense qu'on devrait le refaire pour voir si tu le droppes. Ouais, mais ça, ta face, Kevin, depuis qu'on fait ça, c'est comme, je suis sûr que tu dis ça à chaque fois. Ça compte. Pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Il y a une fois où Surtout depuis que David, il jongle avec des fois. J'ai pété mon Beyblade l'autre fois. C'est vrai. Le Beyblade qui a reçu un pot de peinture. Ben, bienvenue au balado Soirée Peinture. On tient à remercier Labis, fier commanditaire du podcast, comme à l'habitude. Puis cette semaine, ben, on a un beau David nous éduque. Donc, David, j'aurais tendance à tout de suite te laisser le terrain pour pouvoir nous jaser. Qu'est-ce que tu nous jases aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous parle de Général d'armée. Oh. on est surpris, on a surtout pas rendu le punch avec ton livre en arrière. Là, juste là. Il y a maintenant deux fins... Non, pas la fin de semaine passée, l'autre avant. Mm-hmm. On a fait... John, avec l'aide de Graham, a organisé une fin de semaine complète pour une partie. Et comme j'avais déjà expliqué dans un épisode... Une game? Une game sur une fin 2 jours? 2 jours. C'était pas 2 heures par jour, mettons, là. Non. Ça sonnait comme un gars qui a vécu une fin de semaine de rêve. Ben, j'en ai déjà parlé dans un épisode, ça me tentait d'essayer ça, je voulais voir ce que ça donnait. Okay. Parce qu'on, avec le développement des jeux de Game Workshop, on a commencé à vivre des jeux de plus en plus rapides, de plus en plus simples, ça dépend lesquels, là, mais plus simple, plus rapide. Là, chaque épisode. Bâché sur nos jeux. On devrait mettre des quotes à chaque fois qu'on dit les mots simples, streamlined, voilà. Ou je sais pas quel autre adjectif tu utilises. Non mais, je pense qu'on s'entend, on en a parlé dans nos épisodes de 10e édition, 40 000, puis Age of Sigmar, on est à peu près dans la même... Warcry, c'est simple et c'est rapide. Ça, on est d'accord. Oui. Fait que là, c'est ça, une fin de semaine pour une partie. Fait que je voulais vous parler de ça parce que c'est une expérience que moi c'est la première fois que je le vis. Je pense que c'est pas une expérience qu'on voit tous les jours. La tendance est, comme je viens de dire, plus aux parties plus courtes ou aux fins de semaine où tu fais un tournoi. Et là, tu vas avoir 5 parties ou voire 6 parties sur 2 jours. OK. Parce que quand tu dis c'est la première fois que tu vis une expérience, j'étais comme que tu manges du tofu. T'as raison, la sorte d'expérience pouvait mériter d'être bonifiée au niveau de la description. Donc, pour mettre un peu en contexte, Général d'armée, on est à la 2e édition. Ce que John a organisé, c'est la bataille de Quatre-Bras, qui se passe le 16 juin 1815, avant Waterloo. Ça, c'était avant? Après la guerre de 100 ans? Oui! Bravo! Yeah! On y arrive! Ça, c'était avant... Avant Pokémon bleu-rouge? Parce qu'il y a la bataille de Caterpie dedans aussi. Oh, oui, c'est avant. Tu lis... Ok, c'est bon. Mais les conséquences, je pense qu'on les voit dans la bataille de Caterpie. Mais c'est avant ou après la Rimgate War? La Battle of the Burning Sky, c'est-tu avant? Les historiens s'entendent pas là-dessus. Je pense que les historiens ont décidé de ne pas débattre là-dessus. Mais bon, c'est pas débattre de la bataille. On est fait, Phil. T'as-tu fait le jeu de mots avec battre puis bataille? Non. Mais non, check, le petit chat, il est encore correct. Oui, fait que David, avant Waterloo, après la guerre de 100 ans, c'est ça? C'est ça. Le 16 juin 1815, les Alliés, donc, avec les Anglais, il y a Nassau, les Pays-Bas, qui inclut la Belgique à ce moment-là, le Hanovre et le Brunswick, qui sont des provinces allemandes, contre les Français. C'est Graham qui nous a reçu. Y a-t-il une bataille qui s'est pas passée contre les Français? J'ai un peu l'impression que les Français sont dans toutes les batailles dont tu nous parles. Ben, à l'époque napoléonienne, oui, parce que c'est le protagoniste principal. Mais il y en a. Mais pas la bataille de Caterpillar. Non. Quoique. Quoique si t'avais le jeu en français. Donc, Graham nous a reçu chez lui. Graham a un sous-sol dédié au hobby et au gaming. C'est toujours le fun de voir comment les gens s'organisent chez eux.
il a découpé d'avance des styrofoams pour préparer les collines par-dessus lesquelles ils ont mis un tapis vert. Ils ont pris du tissu, mais ils ont utilisé de la peinture pour faire des textures un peu plus brunes, un peu plus vert foncé, fait que ça donne vraiment un effet gazon très intéressant. Puis ils collent ça par-dessus ces collines pour avoir exactement la carte. Parce que la plupart des scénarios historiques, on va te donner une carte qui ressemble à la région. Ça, c'était très Une carte avec le niveau de nivellation du sol, avec... On n'a pas le niveau exact, mais on sait qu'il y a une colline là. Oui, c'est ça. Tu peux savoir qu'il y a un bout qui est surélevé puis un bout qui ne l'est pas. Exactement. Fait que là, par exemple, les Français arrivent, il y a un chemin dans le milieu, il y a une ferme juste sur le chemin qui est Gémioncourt. Puis après ça, on traverse, il y a une grosse colline, on traverse un petit stream, puis derrière, au fond, il y a 4 bras, puis 4 bras, c'est pour représenter la croisée des chemins, qui était l'objectif français, puis qui est l'objectif de cette game-là. La partie, donc, on a joué samedi. On se rejoignait chez Graham entre 9h et 10h le matin. La partie commençait autour de 10h le matin. On a fini à 8h le soir, première journée. 10 heures de game samedi. Ça, c'est la première journée seulement. Avec une pause dîner, mais ouais. Ouais, puis votre pause n'était sûrement pas de 3 heures. Là. Y a-tu des pauses pipi? Des causes quoi? Des pauses pipi. Ben oui. Non, mais tu peux y aller pendant le tour de quelqu'un. Attaché à la table. Il y a eu une Les Français étaient attachés à la table d'un bord, puis les autres, je ne sais pas de quelqu'un qui était, ils étaient attachés de l'autre côté de la table. Il fallait que tu tues des units pour avoir le droit d'aller à la salle de bain. Non. La deuxième partie, dimanche de 10h à 15h, fait qu'un autre 5 heures à peu près, avec une pause de dîner là-dedans. Quand même. Fait que c'est quand même une grosse fin de semaine, mais c'est... Ben, ça fait presque 15 heures de jeu, moins les heures de dîner, mais ça reste que... Ouais. Ben, des fois, ça vaut quasiment la peine de mettre une pause entre deux games quand tu peux comme ça, parce qu'après 10 heures de game, si je t'avais dit hey, t'as un autre 5 heures encore à faire, là, t'as plus le brain juice exactement. pour pouvoir faire le reste. Là. Puis quand tu y penses à un tournoi, des fois, c'est à peu près ça. Mais au lieu d'une seule partie, c'est comme 5 ou 6 parties. Ouais, t'en fais comme 2-3 dans la journée. C'est ça. Comme ça, le lendemain, t'en as d'autres. Fait que le scénario, c'est un scénario historique. Fait qu'on n'a pas de list building. Les auteurs sont allés voir qui était là, puis ont créé des listes qui fit avec leur jeu, puis qui fit avec l'histoire. Le scénario commence, les Français attaquent avec toute leur armée d'un coup. Tu peux mettre des unités en réserve, mais c'est pas obligatoire. Les Alliés ont juste 2 brigades, fait que c'est l'équivalent de 2 unités, là, si on met ça en termes Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, qui vont être rejoints au fur et à mesure, à chaque tour, ou presque, il y a des unités à eux qui rentrent par en arrière. Dans le sens de tes premières unités sont déployées, ils avancent, ils font leur truc, puis il y en a d'autres qui arrivent en arrière en renfort, genre? C'est ça, exactement. Un peu comme si c'était des vagues de gens qui arrivent que tu verrais dérouler sur les plaines, genre. Exactement. Mais ils sont déjà là, c'est juste qu'ils sont pas assez proches pour que la caméra, mettons, puisse tout les voir, genre. Non, c'est ça. C'est ça, oui. Ben, en fait, pour donner un peu de jus sur la bataille, c'est que les Français, ils arrivent par là, puis ceux qui gardent le chemin, ou en tout cas qui ont été postés là pour voir par où les Français arrivaient, ils voient les Français, avertissent leurs officiers, puis là, les officiers dispatchent le reste des troupes. OK, là, on voit qu'il y a des Français là, on voit qu'il y a des Français là-bas. Puis il y a 2 batailles à peu près dans le même temps. Il y a Ligny contre les Prussiens plus loin, puis il y a celle-là contre le reste des Alliés. Fait que là, ils dispatchent les troupes, fait que là, les troupes viennent rejoindre. Donc, comme je disais, au centre de la table, il y a un petit village Gémioncourt avec un ruisseau derrière. Il y a une colline à l'ouest. Puis les Anglais se sont déployés là. C'est des bons endroits. Là. Puis entre la colline et le village, c'est là que le chemin avec le pont, le seul et unique pont pour traverser. Tu peux traverser la rivière avec pas mal tout, sauf ton artillerie. Fait que ça vaut quand même la peine de contrôler le pont. Parce que l'artillerie, tu pourras pas traverser le pont parce que c'était trop de ressources à bouger, parce que ça te mettait trop vulnérable, genre, ou... Non, en fait, l'artillerie n'a pas le droit de traverser la rivière. Elle peut juste traverser par le pont. Ah, ok, je comprends. Je pensais que c'était comme une question dans l'histoire, les gens avaient tellement un line of sight sur le pont que l'artillerie ne serait jamais passée par là, fait qu'on a enlevé le droit. Ben, ça aurait été cool aussi, là, tu sais, ça aurait été correct, tu sais. Ben oui, tout à fait. Comme je disais, l'objectif, c'est... Les Français arrivent sur leur bord de table, là, puis l'objectif, c'est le fond de la table des Alliés. Et ça, c'était tough, mais ça représente vraiment c'était quoi l'objectif historique. Mm-hmm. Fait que ça donne à peu près ce scénario-là. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'un oui, j'en profite pour saluer les joueurs qui étaient là. Donc, il y avait John et Graham
qui ont organisé. Il y avait Yannick, Dan, Steve puis Helga qui étaient là pour jouer avec nous aussi. Donc, je les salue. Et puis, tous des gens de la communauté du club de jeux de figurines historiques. Club de jeux de figurines historiques, exactement. Napoléon était pas là. Napoléon était pas là. Le premier jour, j'ai mis mon petit hoodie de Napoléon. Non! Ouais. pas le full costume. Non, juste le hoodie. OK. Ben, je tiens à dire que pour quelqu'un qui rêvait d'avoir une fin de semaine de hobby, pour pouvoir jouer cette bataille légendaire, je pense que tu t'es gardé une prise 2, là. Tu t'es permis on fait ça une deuxième fois, puis je vais venir habiller Napoléon. Moi, je pense que c'est ça que tu t'es gardé, là. Elga m'a bien répondu. Le lendemain, il est arrivé avec un hoodie de l'indépendance d'Haïti, qui se sont battus contre Napoléon pour leur indépendance. Fait qu'il y a un thème même dans votre linge. Votre linge confort, je tiens à préciser. On a choisi un hoodie ici. Quand même, on est là pour le plaisir. Mais en fait, je nommais Elga parce que la façon dont Général d'Armée 2 est faite, c'est que tu as deux positions dans la game. Tu as un attaquant et un défenseur. Okay. C'est basé sur la plupart des batailles qui ont eu à ce moment-là. C'est une armée qui attaque l'autre, puis l'autre qui défend. C'est rarement comme un hasard, les deux se rencontrent, puis les deux ont le même rôle. Puis il y a une dynamique dans les règles qui fait que le défenseur peut pas dépasser la ligne du milieu de sa ligne de déploiement, sauf s'il utilise des ordres spéciaux pour encourager le fait que c'est difficile, parce que là, toi, tu viens de te faire... T'es là, tu reçois l'attaque ennemie, t'es pas supposé être en contre-attaque. Mais t'as moyen de le faire si tu voudrais le faire, ou tu sais, si la dynamique de la game change de manière, puis là, tu veux le faire, là, tu peux utiliser des ordres pour effectuer une contre-attaque. Donc, quand on y pense, là, vu que notre objectif est dans le fin fond de la table, puis que leurs troupes arrivent de là, comme Helga disait, c'est un genre de scénario qui nécessite une collaboration de tous les joueurs pour le jouer comme du monde. Parce que s'il aurait voulu, les alliés auraient pu se mettre dans le fond de la table, puis attendre qu'on arrive. Puis ça nous aurait pris plein de tours à arriver, traverser la rivière, puis ils auraient commencé à nous tirer dessus. Puis ça aurait été plate, comme même. Ça aurait pas été le fun. Mais, tu sais, c'est facile de trouver le loophole dans un genre de scénario comme ça, puis de dire, je t'attends, viens. Ouais. Là, non, mais ça, je pense que c'est la clé. Ce scénario, je trouve ça le fun qu'il l'ait nommé. De ce que je comprends, c'est que c'était écrit dans le scénario. Mm-hmm. Genre, s'il vous plaît, soyez... ayez un bon esprit de jeu, là, comme on vous demande un minimum de bon sens. Mais moi, j'aime que ce genre de création-là soit nommé dedans dans les règles. Autant Frostgrave qu'il l'a dans le livre, que certains scénarios du Seigneur des Anneaux en avaient. Les jeux d'aujourd'hui, mettons dans les jeux comme Games Workshop fait, puis certains autres, tu sais, peu importe, vont avoir tendance à sous-entendre qu'un jeu narratif, c'est des gens qui bâtissent ensemble un scénario narratif, qui bâtissent ensemble une histoire, mais jamais il y a comme une explicite citation qui dit « S'il vous plaît, faites preuve de bon sens ». Ça demande que les gens jouent ensemble pour que l'expérience soit le fun. Si vous cherchez la clé pour pouvoir détruire le jeu puis le rendre pas le fun, c'est facile à faire. On le sait. On l'a fait, le scénario, tu sais. On l'a vu. On vous demande de pas le faire. J'aime ça quand c'est nommé comme ça. Pour moi, c'est comme si le jeu narratif s'assumait. Puis il disait, match play, c'est clé en main comme expérience de jeu. Ben, ce genre de citation-là, pour moi, c'est mettre clé en main le jeu narratif. Oui. Je trouve que c'est nécessaire. Tout à fait. Fait que je trouve ça le fun. Que dans ton... Si c'est marteau en main, tu fais quoi? Tu demandes une clé à molette. C'est plus large, fait que tu peux taper dessus. On a fait l'éventail de mes choix d'outils, ok? Phil, j'ai pas. On s'en allait à la douille, là. On s'en allait je te laisse à la douille, là. Je vois que tu as amélioré ta versatilité depuis que tu es un homeowner. Depuis que je travaille avec des clubs étudiants aussi, ça amène qu'il y a un nouveau vocabulaire qui vient une fois de temps en temps dans mon bureau, ça aide. Tes écoutes ou des fois ils ont pitié de toi? Ben, ils ont clairement pitié de moi la majorité du temps. Fait que, c'était, comme je disais, ça m'a le fun, je salue les gens qui jouaient, mais un des défis qu'on a eu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait quelques personnes, en tout cas moi, avec qui j'avais jamais joué avant. Puis ça s'est bien passé, là, je vous le dis tout de suite, j'ai eu une belle fin de semaine. Je scrape le punch tout de suite. Mais... On attendait le moment juteux, ce que tu dis, ah oui, puis lui, je le nommerai pas, mais faites le choix, je l'haïs. Mais
On l'a renié, il est persona non grata. Oui. C'est ça. Bon, c'est fait que David s'entend bien avec tout le monde, c'est bon. Je pense que Sauf nous autres. c'est un défi intéressant parce que ça amène des dynamiques qui peuvent être spéciales. Quand tu connais pas les gens avec qui tu joues, tu as tendance à assumer pourquoi ils posent des questions, pourquoi ils, tu sais, ou tu sais pas contre qui tu joues, fait que des fois, tu es plus sur la défensive. C'est vrai. Puis, Général d'Armée est un jeu auquel j'ai du plaisir à jouer, mais que plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a de la complexité. Puis autant quand je joue juste avec John ou avec John avec Graham, comme ça fait une couple de games qu'on joue ensemble, on sait à peu près où on s'en va, puis on fait les mêmes erreurs en même temps parce qu'on est habitués ensemble. Là, hop, on a racheté des gens avec qui on jouait pas avant, qui ont lu le livre de règles de leur bord, puis là, oups, eux, ils arrivent avec d'autres interprétations. Une autre dynamique. Puis il y en a là-dedans qui ont connu les scènes compétitives. Puis je pense que hop, il y a des petits réflexes qui viennent, qui sont plus comme oh, t'as pas le droit de faire ça, oh, tu peux pas faire ça, ou attends, je vais regarder le livre de règles. Est-ce que tu dirais que certains accrochages au niveau des règles, ça nous arrive tout, là, des accrochages au niveau des règles ou du wording des règles, l'interprétation de la règle même, arrive régulièrement, sensiblement de la même façon, vu que vous étiez habitués, toi, John, Graham, de toujours jouer ensemble. Mais que là, on ajoutait à ça d'autres personnes qui avaient d'autres interprétations de règles qui faisaient en sorte que là, automatiquement, il y avait un clash, en plus de ceux qui auraient déjà eu, selon votre expérience, ou est-ce que les clashs que vous auriez eu, toi, John, à Graham, au niveau des règles, c'était déjà réglé? Vous aviez déjà la même interprétation des règles, vu que vous aviez déjà eu ces conversations-là avant. Je pense qu'il y en avait moins. OK, fait que ça l'avait déjà aidé. On se reposait. Ouais, je pense qu'il y avait déjà un travail qui avait été fait parce qu'on avait déjà joué ensemble. Et on se reposait beaucoup sur l'interprétation de John, qui était comme celui qui ça fait longtemps qu'il joue, puis qui est la personne qu'on a interviewé pour Pat Lardy, c'est. Il connaît ça. Ah bon, fallait que tu prononces ce mot-là. Ah ouais. Mais c'est lui qui est en charge du scénario, ou c'était Graham? C'est lui qui est en charge du scénario aussi. C'est ça. Fait que à quelque part, il y a comme un moment où tu peux dire il y a une personne qui lit l'événement. C'est ça. On va se relier autour de lui. T'sais. Et là, la difficulté, c'est qu'on était la première journée. Fait qu'ils sont. T'excuses, fait qu'ils sont deux. Fait que tout. J'irai pas plus loin là-dessus. Fait que la première journée, il y a 6 personnes, puis des fois, John insistait beaucoup, avec raison, pour qu'on fasse les choses une à la fois. Mais comme quand t'es beaucoup, t'essaies de faire des choses en même temps pour que ça aille plus vite. Fait que là, ça a causé des fois une interprétation de la règle à ce bout-là de la table, puis à bout de la table, on la jouait différemment. Mais le problème, c'est que dès qu'on s'en rendait compte, là, ça faisait « Oh, pourquoi on a fait ça comme ça? C'est qui a raison? On va dans le livre. » Ben, je trouve que c'est narratif. À cette époque-là, c'était pas ça, des pigeons voyageurs pour aller d'un bout à l'autre de la patente. Fait que ça se perdait. Oui, ben tu parles de Twitter? Ouais, non, de X. Le ex de l'époque. Ouais. Mais là, est-ce que ça s'interférait? Ou est-ce que c'était juste comme on se rend compte qu'eux là-bas, ils ont géré quelque chose au niveau des règles, puis on s'en parle parce que là, on vient de s'en rendre compte? Ou est-ce que c'était ça interfère sur ça? Non, puis là, il faut déterminer. Okay. Au moins, ça n'interférait pas directement, mais à un moment donné, il fallait qu'on se réajuste. Puis le jeu est fait, contrairement à d'autres jeux que je connais, son but, c'est de simuler, comme disait John, c'est d'être le plus réaliste possible. Fait qu'il y a des règles qui finissent par être tricotées ensemble. Fait que là, si tu joues bien, si tu joues mal celle-là, puis là, il y a celle-là qui suit, puis là, il y a celle-là qui suit, puis là, c'est tricoté ensemble. Quand l'autre se rend compte, hey, ça, t'as pas le droit de faire ça, là, t'es obligé pour régler la situation, soit d'accepter que t'as tout mal fait, mais l'autre a une conséquence, ou de détricoter ce que t'as fait. Fait que là, tu pars d'un moment, ça c'est arrivé dans la game, on a un high, on a réussi quelque chose de malade, puis là, l'autre personne en face se rend compte, ouais, mais t'avais pas le droit de le faire. Puis là, c'est le moment plate où, qu'est-ce qu'on fait? Puis le high descend, puis là, ça c'est plate, mais là, ça vient avec la première fois qu'on joue ensemble, le manque d'expérience encore sur le jeu. Puis, tu sais, autant on a souvent parlé entre nous que des fois, il faut gérer pendant la game, mais il y a des situations que, quand t'es pendant la game, les deux ont un intérêt. Puis là, je te dis ça, on n'est pas dans un tournoi, il n'y a pas de prix à la fin. On n'avait rien à gagner, c'est juste que hey, j'ai du fun, là, j'ai l'impression d'accomplir quelque chose. J'ai mal interprété, j'ai mal compris la règle. Fait que je devrais pas le faire, ou en tout cas, on s'entend pas sur ce que j'ai le droit de faire, puis l'autre en face, c'est comme, ouais, mais
je comprends, c'est cool ce que tu viens de faire, mais si tu fais ça, tu m'éclates une unité, puis c'est plate, genre. C'est plate. Ouais, c'est ça. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Fait que je pense qu'il y a eu un moment d'ajustement, puis tu vois, la deuxième journée, quand la game a été un peu plus réglée, on savait où ça s'en allait, puis qu'on s'est plus connus aussi, je pense qu'on a eu le temps de jaser, on a eu le temps de dîner ensemble, puis tout ça. Il y a eu plus de moments de « Ah ouais, la règle a dit ça, mais vas-y, fais-le. Fais-le, Okay. ou tu sais, on n'ira pas voir ce détail-là, je fais juste le jouer pour rendre la fin de la game agréable quand même. » OK. Fait que la morale de tout ça, il faut être un gentilhomme, un gentleman en anglais. Mais comme c'était les Français qui ont gagné la partie. Ah non. Non. Ah, donc, ça veut dire qu'on a perdu le droit de dire gentilhomme. Ah, c'est gentleman, c'est ça? C'est gentleman. Et voilà. David, tu pouvais défendre la langue française à ce moment-là. J'ai échoué lamentablement. Le choix d'échouer. Tu as fait le choix d'échouer. Et oui, c'était un choix, il faut l'assumer. C'est bon. On a parlé du réalisme. Je trouve ça, en général, plus facile de simuler la réalité quand je sais c'est quoi. Mais je pense qu'il faut que tu aies une idée de ce que c'est pour être capable de le jouer. Puis c'est pas toujours évident. Quand tu le sais pas, la règle a le beau essayer de simuler quelque chose. Si tu comprends pas, si t'as pas une vision de ce que c'est, tu vas essayer de lire la règle mot pour mot, puis tu vas essayer de la jouer mot pour mot, puis c'est là que ça peut, si c'est pas bien écrit, ou si c'est écrit pour un Anglais qui habite à Nottingham, puis toi t'es un Canadien qui habite à Montréal, que l'anglais c'est ta deuxième langue, ça se peut que le niveau de compréhension, ça soit pas pareil, tu sais. Puis, je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est simulation dans ton immersion. Ouais. Quand tu sais pas de quoi le jeu est à propos de quoi, t'as pas d'idée du contexte dans lequel est-ce que les règles sont expliquées. Tout ce qui te reste, c'est la règle écrite. Puis, je fais un parallèle avec Age of Sigmar, dans le sens où, dans Age of Sigmar, il y a beaucoup de règles, évidemment. Mm-hmm. Mais les premières règles de Deep Strike, quand ils sont arrivées, les Stormcast en avaient. Puis, quand tu lisais les romans, tu savais que les Stormcast, quand ils arrivaient, ils avaient tendance à tuer des gens, puis quand ils mouraient, ils partaient en éclair puis ils tuaient des gens. Ouais. Puis il a fallu qu'on attende, si ma mémoire est bonne, la 3e édition pour pouvoir voir des Stormcast mourir puis tuer des gens en quittant. Mm-hmm. Puis t'avais des gens qui disaient « Mais ça n'a pas de bon sens, c'est tellement trop fort, on peut pas tuer du monde puis tuer du monde en retour quand on les tue. » Alors que cette règle-là de tuer des gens quand tu meurs, ça existait déjà. Là. Les Blood Warriors avaient des règles similaires, les Volkite Berserker, peu importe. Là. Il y avait d'autres modèles qui avaient des règles de quand tu me tues, je t'attaque. Ouais. Donc j'ai des chances de te tuer. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais quelqu'un qui lisait les romans puis qui a vu cette règle-là se disait automatiquement « Oh my God, c'est cool. » C'est tellement nice que ça existe. La personne qui a aucun intérêt envers le narratif puis l'immersion puis ce que ça peut donner, tout ce qui lui reste, c'est la règle qui est écrite, puis de juger à quel point cette règle-là fit ou pas dans ses règles, dans son expérience de jeu. Mm. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour ton jeu historique, où est-ce que tu dis, si je sais dans quel contexte est-ce que ces règles-là sont écrites, pour quelle bataille que ça représente, même si c'est pas super balancé, puis même si c'est pas... Ça peut être plate par moment d'être on the receiving end, de perdre du stock à cause de ça, ou que la règle fait en sorte qu'automatiquement tu te dis, ouais, c'est pas vraiment mon avantage. Quand ça aide l'immersion du jeu, tu le pardonnes beaucoup plus rapidement. Oui. Puis t'embarques dedans. Fait que tu me diras si je me trompe, mais j'ai moins l'impression que ça feel comme une erreur ou comme un guet-apens. J'ai l'impression que ça feel plus comme quelque chose qui aide l'expérience. Si tu le sais. Oui! Ouais. Toujours si tu le sais. C'est de là que je partais. C'est si tu sais dans quoi est-ce que tu t'embarques. Ben, il y a un exemple intéressant. Puis c'est les rivières, les streams qu'ils appellent. Mm-hmm. Dans le jeu de base, c'est écrit « If you fire across the stream », il y a un cover. Il y a une couverture si tu tires à travers le stream. À travers la rivière. À travers la rivière. Fait que là, à la base, moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai pas compris. Parce que moi, je vois une rivière, je vois un truc qui est renfoncé, puis je vois de l'autre bord. Fait que pourquoi vient d'où ton cover? C'est en lisant, puis en écoutant d'autres mondes, puis en posant la question à John et tout ça, que là, j'ai su que beaucoup de cours d'eau en Europe, comme ça, qui sont pas c'est pas le fleuve Saint-Laurent, puis c'est pas la rivière Chaudière, là. C'est plus petit. C'est vallonneux, puis il y a beaucoup d'arbres sur le bord. Fait que oui, quand t'es sur le bord, il y a un couvert, mais faut que tu l'aies À cause des arbres. À cause des arbres.
pas à cause du cours d'eau en tant que tel. Exactement. Ah, ouais, mais ça, c'est implicite en tabarouette dans ta règle. Là. C'est ça. Mais c'est pas écrit dans la description, tu fais comment pour pouvoir imaginer que c'est des arbres? Moi aussi, j'aurais vu juste une rivière avec de l'eau. Là. Ça peut être, selon moi, un biais de l'auteur qui, lui, habite en Europe, il le voit tous les Ben jours, il assume que tout le monde voit la même affaire, fait qu'il l'écrit de même. Ou il essaye de garder ça le plus condensé possible pour pas qu'il y ait trop de mots. Je sais pas, tu sais. Puis là, il y avait une histoire. Une phrase de plus. Là. Ben, c'est ça. Je pense pas que ce livre-là est à une phrase de devenir too fat. mais là, on est loin du 4-page rule. Hein. Les règles de 4 pages, c'est pas des règles de 4 pages. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. On n'est pas dans le 1-page rule, puis on n'est pas dans les 4 pages de la première édition des Age of Sigmar. Combien de pages, ce livre-là? On est dans la centaine, je pense. Oh, ben c'est quand même pas si pire. Là, tu viens de le sortir. Sur l'étagère, il avait l'air d'être un livre de la grosseur de genre le livre de règles de Warhammer 40 000. Là. Ouais. Ben, il a l'air quand même un peu volumineux. C'est volumineux, mais il n'y a pas de contexte là-dedans. Ça assume que toi, de ton bord, tu lis des livres d'histoire sur Napoléon et tout ça. Là. Fait qu'il n'y a pas de lore. Il n'y a pas de lore. C'est que c'est des règles, des scénarios, des stats? Ouais. Bon, fait, ça surtout des règles. C'est sensiblement la même affaire que Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, parce que je pense qu'une centaine de pages de règles. J'ai pas le livre pas loin de moi, là, mais je pense que Necromunda a plus de pages de règles. Ouais. Puis là, il est arrivé un moment weird où le cours d'eau, comme je vous expliquais, il y a une colline. Nous, on prend la colline d'assaut. Nos adversaires se retirent derrière la colline et derrière la rivière en se disant « j'ai du cover ». Ouais. Nous, on arrive en haut, on a lu une partie des règles qui dit quand t'es en hauteur, t'ignores le cover. Puis là, il y a eu un moment de ben, j'ai pas de cover, t'as pas de cover, ben oui, j'en ai, mais toi, puis là, la façon dont c'est écrit, c'est comme si nous, en tirant d'en haut, eux, il n'y avait pas de cover, mais eux, en nous tirant d'en bas, parce qu'ils fire across. T'en as, ben oui. Il y en a. Ben oui, c'est logique. Puis c'est là que tout le monde était comme t'es pogné entre. Qu'est-ce que t'essayes de simuler? Finalement, peut-être qu'on aurait dû revenir à ça, puis avoir un. Oui. Puis dire, oui, non, c'est ça. Trancher sur l'immersion de ce qui se passe devant toi sur la table. Mais comme ça arrive au moment où on est sur la table, puis l'assaut qu'on a fait sur la colline est super important pour savoir si on va briser leur ligne puis aller vers l'objectif là. C'est soit nous, on se sent pas bien parce qu'on a réfléchi, mais on s'est trompé, ou ils se sentent pas bien parce qu'ils ont pris des actions pour se retirer derrière en pensant avoir un bonus qu'ils n'ont pas. Ça devient tough à gérer. Je comprends. Fait que, puis là-dessus, John est allé poser la question sur la page Facebook de Général d'Armée, où il y a eu plein de réponses différentes. À ce point-là? Oui. Ça a généré une discussion. Fait que le monde n'était pas sûr. Mais ce qui est le fun, c'est que l'auteur, ou c'est le fils de l'auteur, ou c'est l'autre. Non, c'est l'auteur. Ok, c'est ça. C'est le père et son fils qui sont auteurs. Le fils est là, puis il répond aux questions. C'est super intéressant. Ah ouais? Ouais. Ok, ça, c'est quand même cool. Fait que ça c'est un. Tu sais, j'en ai parlé là, puis j'en ai parlé un peu plus tôt, des feel bad moments. Dans le jeu compétitif ou dans le jeu match play ou dans le jeu pick-up game, souvent le feel bad moment, c'est un piège. C'est un combo que tu subis. Puis là, c'est gotcha. Tu sais, j'ai fait mon combo, paf, je t'ai attrapé. Puis la difficulté, c'est que les règles de base, tu les connais, mais tu connais pas tous les codex, tu connais pas toutes les armées. Là, c'est plus une interaction de règles dans un contexte particulier, mais il n'y a pas de. C'est pas quelqu'un qui a fait une liste qui a préparé son combo puis qui te le sort en face. C'est juste, j'avais des attentes, t'avais des attentes. On n'a pas la même interprétation, qu'est-ce qu'on fait, t'sais? Mais ça revient un peu tout de même au même parce que la racine de la situation, c'est j'ai fait un choix qui m'amène à avoir des attentes. Puis mes attentes, c'est que ça soit efficace, le choix que j'ai fait. Que ce soit pour une liste ou que ça soit sur la table, quand tu reçois un non comme réponse ou que tu reçois la personne qui a fait ce choix-là va quand même être déçue. Oui. Je pense que la différence, ça va être dans l'expérience qu'il y a sur la table, justement. Tout à fait, ben oui. Ouais. Puis je pense plus tu te connais, plus tu joues avec les mêmes personnes à manier, t'arrives à quelque chose, ça va aider, là, je pense.
Je pense que oui, parce qu'à quelque part, autant la personne qui fait des listes dans le but de compétitionner que la personne qui joue le jeu comme vous, qui n'avait pas de liste à faire, mais que tu planifies ta stratégie dans le but d'être efficace. C'est le même objectif. Les deux visent à être efficaces. Quand tu joues avec des gens régulièrement, tu sais que ce désir-là existe chez l'autre personne. Ouais. Donc, tu peux calibrer les attentes, puis tu peux te préparer en faisant ce choix-là ou en contrecarrant quelque chose pour pouvoir dire comme je suis désolé. je sais que ça, c'est pas le moment que t'aimes vivre, OK? Puis ça me fait vraiment chier là, de faire vivre ça, mais t'as plus ta règle à cause de telle affaire. T'sais. C'est sûr que c'est dommage quand ça arrive, mais je pense que quand tu commences à apprendre les gens, puis l'autre personne aussi le sait. Il sait que tu fais pas ça dans le but de le faire suivre. Ben oui. Fait je pense que ça aide d'avoir de l'expérience. Mais là, vous étiez la moitié du groupe qui se connaissait, puis la moitié du groupe qui se connaissait pas. Ouais, à peu près. Là. De ce que je comprends, là. Ouais, à peu près. Grosso modo. Ou tu sais, il y en a qui avaient joué ensemble, mais tu sais que moi, j'avais pas joué avec. Ah oui, je m'excuse. Je partais de toi, tu connaissais la moitié du groupe, mais pas l'autre. À peu près, ouais. Je partais de là. Ouais. Vous avez décidé quoi, en fin de compte? Pour la colline, puis les arbres, puis c'est quoi le choix qui est arrivé à la fin? Je me souviens même plus, tu vois. J'ai pas retenu le détail! On a fait 10 minutes sur l'explication de la rivière, les arbres, le biais de la personne qui a écrit les règles, le nombre de pages du livre, la colline, la discussion, puis tout ça. Au final, c'est peut-être juste Arwen qui a appelé l'eau, puis on sait pas. C'est ça! Mais... Arwen qui n'était pas dans le livre pour faire ça, mais qui était dans le film. Là, Phil, tu viens de partir à un autre débat complètement là, sur qu'est-ce qui s'est passé dans le Seigneur des Anneaux. Là. Non, ça, c'est moi, de quoi tu parles? J'ai jamais parlé du Seigneur des Anneaux. Ben, tu vois où mon esprit est allé? Moi, j'ai plus comme analysé la situation sur OK. Ah, c'est ça qui arrive quand on joue. OK. Comment on gère ça? Comment ça se passe? C'est quoi les... Qu'est-ce qui fait que c'est de même, tu sais? Je comprends. Puis moi, je suis allé dans c'est quoi le résultat au bout de ça? Dis-moi comment vous avez réglé le problème. C'est ça que je veux savoir. Non, mais on a eu des discussions, puis ça, c'était le premier jour. Fait que c'est ça. John était maître de jeu le premier jour, puis le deuxième jour, il y a 2 joueurs qui quittaient, fait qu'il remplaçait un des 2 joueurs. Ah, OK. Fait qu'il devenait joueur. Fait que c'est un vendu. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais le premier jour, il a tranché là-dessus. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'on a tranché rendu là. Mais c'est ça. Ça m'amène... C'est un jeu que je me rends compte, Général d'Armée, la base me semblait simple. Ben, elle est simple, je pense, la base. Et plus tu creuses, plus tu arrives dans des situations spécifiques. Comme leur but, c'est d'être réaliste, ben, il y a des détails pour plein d'affaires. Je pense qu'il y en a moins que dans d'autres jeux. J'ai entendu parler de Advanced Squad Leader, là, ASL, pour ceux qui connaissent, là, où l'exemple qu'on m'a donné, puis qui me frappe à chaque fois, c'est quand tu tires à travers un champ, selon ce qui a été planté dans le champ, ça détermine la hauteur des trucs, donc le type de cover que ça va te donner. Tu vois, j'ai de la difficulté à avaler mon shake. T'as dit ça, puis j'étais comme « No way, over my dead body ». Fait que carotte-patate, ça donne pas le même résultat. Non, c'est ça. Ben, blé, carotte, patate. Fougère, mauvaise herbe, pissenlit, salade. Tu sais, tout ça. Plus un c'est moins. C'est le genre de détail qu'aime Kevin. Ah, clairement. Mais tu vois, ça m'a... Kevin, attends, là, parce que tu peux pas pogner mon Space Marine, c'est un champ de céleri. On les a fait pousser expressément pour pouvoir empêcher les Luna Wolves de venir nous attaquer. C'est ça qu'on a fait, Phil. On s'est juste trompé de ferme. Fait que c'est ça. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que je fais des expériences, j'essaie des nouvelles affaires. Fait que là, je réfléchis toujours par rapport à ce que j'ai fait avant. Puis comme dans d'autres types de jeux, j'ai rencontré des gens, on connaît des gens qui, ce qui les fait triper, et c'est pas du tout une critique, là, c'est tout à fait correct. Ce qui les fait triper, c'est l'optimisation. C'est de créer l'armée, de faire une liste, de maximiser l'utilisation des règles avec ça. Puis, bon, moi, face à ça, c'est moins mon trip. Là, je me dis, faut que j'aille voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Là, je me rends compte qu'il y a des gens qui, eux, leur trip, c'est le plus de réalisme possible. Donc, ils vont aimer la complexité dans les règles, pas pour aller chercher l'avantage, mais pour aller chercher le feeling, l'immersion la plus proche de la réalité possible de ce qu'ils aiment. Mais là, ça, je pense que c'est pas aussi... Ça aussi, c'est un spectre, là. Parce que tu as des niveaux... Là,
tu vas aimer jusqu'à un certain niveau, puis ça va le plaisir que tu vas avoir dans cette partie-là va dépendre du niveau de réalisme que tu as. Ben, je pense que la tolérance au réalisme est un peu ce qui motive certains jeux à vouloir simplifier puis streamliner certaines choses. Mm-hmm. Puis d'autres jeux de vouloir aller vers le plus complexe possible parce qu'ils savent que ça ne dessert pas la même population de hobbyistes. Au même principe que certains kits vont aller chercher le plus de complexité possible pour être le plus réaliste dans ce que tu assembles. Mm-hmm. Quitte à aller coller des boutons de manchette sur des modèles. Il y a moyen de pouvoir aller jusque-là, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Ouais. Fait que tu vas voir ce niveau de granularité-là dans les règles, dans les modèles, dans les gammes de peinture. Mm-hmm. À quel point on a besoin de 12 sortes de gradients de bleu-vert. Ouais. Ben, tu desserres une population qui veut un maximum de sortes parce que ça te dessert à leurs besoins à eux. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, fais juste ton mix. On s'en fout. Fait que, je pense que c'est vraiment fait pour pouvoir représenter le besoin de certaines personnes, mais même là-dedans, là, le niveau de complexité, là, toi puis moi, David, puis Phil, on pourrait jouer à un jeu que les trois, puis on n'aurait pas le même niveau de tolérance au réalisme. Exactement, ben oui. Puis autant dans un système qui va plus chercher l'aspect ludique ou game, je vais avoir moins de tolérance à la complexité parce que c'est pas ce que je recherche. Autant dans le réalisme, je vais avoir plus de tolérance à la complexité. Mais là, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai des limites. trop de réalisme. Sacrifier vouloir trop de réalisme pour que ça devienne complexe, ça peut arriver. Je peux arriver à un point où là, j'ai plus de plaisir parce que là, j'ai trop de trucs à gérer dans ma tête. En même temps. Et ça me ramène à la tendance récemment avec Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, c'est de complexifier le jeu, le streamliner, mais le complexifier. Puis on a l'impression, je pense que c'est Guerrilla Miniature Gaming qui en parlait, c'est les gens qui jouent à iOS jouent seulement à iOS. Les gens qui jouent à 40 000 jouent seulement à 40 000. C'est rendu pas nécessairement des vases non communicables, mais... Ouais, il y a des VS qui communiquent avec les deux, mais ils jouent pas mal à ça. Fait que tu peux aller dans un degré de complexité parce que eux, ils vont acheter le système, ils vont acheter les codex, ils vont lire, ils vont continuer, puis ils vont jouer à ça régulièrement. Fait que c'est correct que ce soit complexe parce que tu veux pas qu'ils stannent du jeu. Ah, ben oui. Tu veux qu'ils aiment ça, tu veux qu'ils continuent. Et à l'inverse de ça, je pense que Saga et Warcry, qui sont des bons, très simples, des bons jeux que tu peux apprendre rapidement. Puis David Cole disait à un moment donné, il disait, c'est des bons, il disait ça pour Saga, mais je trouve que les deux ont une similaire, c'est des bons seconds jeux. C'est le jeu que tu peux arrêter de jouer et revenir dans 6 mois. T'as pas trop oublié les règles. C'est facile de le reprendre. T'sais. Puis c'était la réputation que Lord of the Rings avait dans la gamme de jeux de Games Workshop à l'époque. Il y a eu un temps, là, pour ceux et celles qui n'ont peut-être aucune idée en ce moment, là, en 2024, mais il fut un temps où il y avait un trou dans les specialist games de Games Workshop. Il n'y avait plus de Necromunda, il n'y avait pas d'Epic, Warcry n'existait pas, Kill Team n'existait plus. Il y avait un trou béant. Tu avais Warhammer 40 000 Apocalypse, tu avais Warhammer 40 000, tu avais un peu d'Horus Heresy ici et là. Puis c'était tout sur Forge World. Fait oublie l'idée de sauver de l'argent. Là. C'était juste toutes des kits résine Forge World. Et Warhammer Fantasy / Age of Sigmar en 2015. Là. Mais il y avait comme vraiment un gros trou. Puis Lord of the Rings était comme l'espèce de flag bearer du... Nous, notre système de règles est éprouvé. T'as joué en 97. Là, j'exagère, peut-être pas 97, là, genre 2001, 2002, 2003. Là. Tu peux rejouer en 2010. Puis tu vas te retrouver. Puis tu sais quoi? Une des lignes qu'on nous avait données quand je travaillais au Games Workshop dans les papiers de promotion, c'était le jeu que tu as joué à la première édition avant, c'est presque le même jeu dans la deuxième édition. Tu vas encore garder le feeling de tu vas te retrouver. Fait que le bon second jeu, c'était à l'époque Lord of the Rings, où tu pouvais quitter, jouer la nouvelle édition de Fantasy ou de Age of Sigmar ou de 40K, et quand tu te tannais de ça, revenir dans Lord of the Rings puis revoir le même feeling que tu avais avant. Le feel good, là, tu l'avais, c'était des pantoufles déjà préchauffées. Ils ont été réchauffés pour toi. Il y a ton jus de pied dedans. Bon, c'est un peu dégueulasse. Mais c'était ça l'idée. Puis j'ai l'impression que maintenant, les specialist games en général aussi suivent la même
la même trajectoire Ouais. que ce que tu viens de nommer. C'est que Necromunda, c'est le second jeu parfait pour plein de gens. Ou l'inverse. Les gens qui jouent absolument seulement à Necromunda viennent jouer à 40K quand il y a une nouvelle édition qui sort. Ils jouent à la version simplifiée avec leur nouveau chum qui sont super intéressés, puis ils quittent. Puis ils savent que quand ils vont revenir, ça va probablement être une nouvelle édition. Puis comme ces jeux-là changent pas souvent, Warcry a pas full changé. Là. Warcry, c'est pas mal le même jeu ou presque depuis sa sortie. Là. Ils ont rajouté les réactions, puis c'est sensiblement tout. Ils ont rajouté des décors et des modèles, mais c'est la même affaire. Lord of the Rings, une nouvelle édition qui s'en vient. Pas mal sûr que ça va être à peu près le même jeu, ou presque, que qu'est-ce que tu jouais avant. Les affaires vont être ajustées, c'est sûr, mais je pense pas qu'on va voir une grosse différence. Fait que ces second jeux-là, on en a juste plus maintenant. Fait que, ouais. Puis je suis en train de demander à savoir s'il n'y a pas des gens qui, justement, je serais intéressé de parler avec les gens qui en font leur premier jeu. C'est quoi la raison pour laquelle ils en font leur premier jeu? Parce que là, Horus Heresy est rendu dans cette gamme-là aussi. Là. Ben, Horus Heresy, c'est rendu un énorme jeu, mais il n'y a pas vraiment de changement de règles. Mais je pense que c'est là qu'on diverge, je pense. Okay. L'un de l'autre, dans le sens où pour moi, le second jeu, il faut que ce soit simple. Ah, je comprends. Si le jeu est complexe, oui, tu peux effectivement l'utiliser comme second jeu, mais du moment où tu joues contre quelqu'un qui lui maîtrise puis joue régulièrement ou juste une facilité de maîtriser, paf! Okay. Ça rajoute un niveau de difficulté entre vous deux pour jouer. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que toi, tu le traitais plus Warcry et Saga comme étant des jeux qui sont tellement faciles à reprendre en main. C'est ça. OK. Ben, je garderais Lord of the Rings dans cet exemple-là, pour moi. Parce que c'est un jeu qui est facile et qui est assez simple, malgré sa complexité. Mais j'enlèverais tous les autres exemples que j'ai donnés. je pense pas que Necromunda est un jeu que tu peux prendre un lundi après-midi avec ton chum, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, vous allez être au même niveau si lui a joué depuis un petit bout de temps. Je pense pas. Malgré que j'adore, mais je pense pas. Puis ça va poser la question, qu'est-ce qui va arriver des gens comme nous qui papillonnent? On peut continuer à papillonner, mais je veux dire, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la pleine expérience quand on va jouer à 40 000 si on joue à Age of Sigmar? Si on est toujours en train de changer puis qu'on plonge jamais longtemps, profondément dans les règles. Puis là, je parlais de ça parce que j'amenais le général d'armée là-dedans, que j'aime beaucoup, j'ai du plaisir à jouer, mais je me rends compte, il y a un niveau de complexité des règles qui fait que si je joue pas régulièrement, je vais en oublier. Puis ça va avoir un impact sur les prochaines fois que je joue. Ben, tu sais, je réfléchis vite parce que tu lances la question. Là. On pourra toujours développer peut-être dans un autre épisode, mais j'ai l'impression que, mettons, on prendrait 40 000 demain. Là, maintenant, on oublie toutes les opinions que j'ai données dans les autres épisodes d'avant. Tu prends Warhammer 40 000 maintenant, puis tu me dis genre, hey Kev, on se fait une game de Warhammer 40 000, j'aimerais ça rejouer, j'aimerais ça qu'on se fasse une histoire de telle affaire. J'aimerais ça qu'on raconte telle affaire qui est dans tel épisode de Warhammer Plus, mettons. Il y a telle affaire que j'ai vue, là, je trouve ça malade. J'aurais tendance à faire une game de pratique avec n'importe quoi pour jouer les règles bare bone, pour pouvoir comprendre, parce que le jeu est assez simple au niveau des règles pour que tu puisses comprendre l'esprit en arrière des règles puis dans quel niveau il s'emboîte. Et comme le but, c'est pas de maximiser quoi que ce soit, ça serait relativement simple, je pense, de vouloir bâtir ce que tu voulais faire par après puis d'enlever les affaires qui n'ont plus de sens pour toi. C'est mon impression. Mais ça prend une game de pratique puis qui est considérée comme étant une game de pratique. À la limite, je dirais, c'est comme une pratique de hockey. Tu sais. C'est une pratique de hockey, le fun, il est dans le match. À la pratique, t'es pas là pour avoir du fun. T'es là pour driller des affaires, puis t'es là pour pratiquer des techniques puis des approches. Si tu le traites comme ça, je pense qu'il y a moyen de pouvoir bâtir l'expérience de fun que tu veux après, mais ça prend de sacrifier du temps pour pouvoir faire au moins une game de pratique. Ouais. De vraiment prendre le temps de regarder les règles à ce moment-là. Puis quand t'arrives à ta game principale, là, tu comprends ce que tu me dis, c'est que ça demande la collaboration de tous les joueurs pour réaliser la finalité qu'on a en tête. Oui. Je pense qu'on le dit souvent, là, mais il n'y a pas moyen de pouvoir atteindre l'expérience optimale dans un jeu narratif sans conversation préalable. Ouais. La conversation préalable, ça peut pas être la journée même de la game. On ne s'est pas parlé avant, on ne s'est rien dit, puis là, on bâtit un narratif sur le moment même. Je pense que ça prend un petit peu de conversation avant ou un peu d'échange avant pour pouvoir décider l'angle, puis ensuite,
tu peux avoir le reste de la conversation sur la table, c'est pas un problème. Je l'ai fait souvent avec Phil, je l'ai fait souvent avec Simon, je l'ai fait avec Seb. David, tout le monde l'a fait un petit peu moins souvent, mais dans le sens où est-ce que souvent, quand on se bâtissait quelque chose, on prenait vraiment le temps de jaser plus avant pour pouvoir choisir où est-ce qu'on voulait aller. C'était tout à fait correct. Ben oui. Tu sais, Archaon contre les Bone Reapers, on a pris du temps pour pouvoir en jaser. Oui. On a acheté le livre, on l'a checké. Phil puis moi, quand on faisait Siege of Cthulhu, quand on a pris mes Sons of Horus puis Say Luna Wolf, ben, on avait choisi les règles de Crusade puis on avait trouvé une façon de pouvoir le mixer ensemble avec l'histoire qu'on voulait raconter du premier scénario. C'était une petite conversation qu'on a eue avant. On n'en a pas jasé durant des heures, on n'a même pas échangé tant que ça. Mais on savait où est-ce qu'on allait la journée où on s'est rencontrés pour la game, puis on a pu bâtir le narratif de là. Fait que je pense que c'est possible, mais ça prend la collaboration de tout le monde. Oui. Fait que, all in all, ta fin de semaine, c'était-tu ta fin de semaine de rêve? Ferais-tu un autre? Ben, ça a réalisé un rêve. C'est fait. OK. Puis je le referais. Puis idéalement, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ces gens-là. Je le referais avec ces gens-là. OK. Puis je pense que plus on va le faire, plus on va apprendre à se connaître, puis on va trouver on va de plus en plus facile de jouer ensemble. Ben, comme tu disais tantôt, là, c'est défriché. Oui, c'est ça. Vous ne connaissiez pas pour une partie du groupe, tout le monde ensemble. Là, c'est défriché. Fait qu'il reste juste à bâtir là-dessus. Oui, tout à fait. Je veux, avant qu'on finisse, vous laisser sur une dernière anecdote reliée à cette partie-là. On a beaucoup discuté. Le résultat de la partie, c'est les Français ont perdu. Oui, ça, on a déterminé tantôt parce qu'on dit gentleman maintenant, David. Ouais, c'est gentleman. Ça ressemble. Il s'est passé sans le vouloir, parce que Helge, lui, il connaissait bien la bataille. Moi, je ne l'avais pas relu rapidement avant la bataille, mais dans le fond, ça passait à peu près la même chose. On a essayé de faire l'assaut, ça n'a pas super bien marché, on a hésité, puis on a trop attendu. On a mangé trop de dégâts. Puis on a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Okay. Mais il y a eu beaucoup de discussions de part et d'autre sur ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait. En tout cas. Après ça, on n'a pas été assez chanceux. Non, mais t'aurais dû faire ça, je suis sûr que t'aurais pu. Puis, je vous ai déjà, dans l'épisode sur le général d'armée, j'ai déjà expliqué que ça fonctionne par ordre. Fait que c'est pas des pigeons fil qu'on envoie, mais c'est des aides de camp. C'est un gars à cheval qui part porter la lettre. J'avais entendu. C'est un pigeon, ça. J'ai entendu quelqu'un dire envoie le pigeon. J'avais entendu l'aigle de camp. Ah oui, c'est des aigles. OK, il y avait du cash, le monde là-bas. Là. Il n'y a pas des pigeons, là. Envoie ton aigle. Tabarouette. Fait que c'est pour représenter la friction, ou en tout cas tout le command and control qu'on a déjà parlé. Puis, ben, tu sais, ton aide de camp, tu l'envoies, le temps qu'il revienne, il revient pas tout de suite, t'en as pas toujours à portée de main. Fait que pour simuler ça, t'as un jet. Fait que t'as pas toujours le même nombre d'aides de camp par tour. Fait que t'as cette aide-là. Puis ça, tes aides de camp, ils te permettent de donner des ordres spéciales à tes unités, puis dont l'assaut. Faire un corps à corps dans ce jeu-là, mettons que tu as une brigade qui est comme plusieurs bouts d'armée, ça ressemble à... L'équivalent, ce serait une unité, là. Et quand tu charges, il y a juste un bataillon de ta brigade qui peut charger. Sauf si tu donnes un ordre, puis là, il peut être soutenu par les autres bataillons. OK. Fait que pour ça, il faut envoyer un aide de camp. Mais au début de ton tour, pour chacune de tes brigades, donc chacune de tes unités, tu lances un jet pour savoir s'il obéit aux ordres ou s'il ne sait pas trop ce qui se passe, il a mal compris les ordres, fait qu'il hésite. Fait que tu as des tours où tu as des unités qui ne font rien. Fait que pour compenser ça, tu peux utiliser un aide de camp aussi pour avoir un reroll, pour rerouler ton jet. Fait que là, tu as tout un... Ça fait partie du fun du jeu, une décision à faire. Comme tu as un nombre limité de trucs, où est-ce que tu prends des chances, où est-ce qu'il ne faut pas que tu en prennes parce que ton assaut il est là. Puis là, c'est J'ai un peu l'impression que ça ressemble au Master of Signal dans Horus Heresy. Ça aurait du sens. Où tu peux utiliser les règles de Deep Strike pour ta légion comme tout le monde peut le faire. Mais avec un Master of Signal, ça te permet de pouvoir augmenter ton nombre de chances que ton Deep Strike ça fonctionne comme que tu voudrais. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça, ouais. Fait que c'est comme si tu te payais un aide de camp dans le but d'augmenter tes probabilités que ta stratégie fonctionne comme que tu voudrais. Ouais. Mais en tant que tel, en lui-même, c'est pas le modèle qui va changer ta game, lui. Non, c'est ça. Ouais. OK. C'est cool. Tu pourrais le voir que, mettons que tu joues à l'Hérésie d'Horus, puis tu joues Horus. L'idée de la game, c'est que tu joues Horus ou un primarque qui est derrière. Ben, il est dans son vaisseau, il envoie ses ordres, il n'est pas sur place. Mais ça se peut que le message passe pas. Fait que là, tu aurais un jet pour dire ben, l'unité, elle va-tu agir ce tour-là ou pas. OK. Puis l'aide de camp, c'est la personne qui fait mieux le message que s'il n'y avait personne.
Ben, tu sais, le Primark, il y a plein de monde sur ses consoles radio autour. Là, il va dire, toi puis toi, vous essayez de contacter cette unité-là en priorité. Fait ça représenterait ça, l'aide de camp, dans le fond. OK. Ah, c'est cool. Fait qu'on a essayé de faire des décisions, on n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Puis il y a des tours où on avait un aide de camp, 2 aides de camp, c'est pas assez. Ou en tout cas, ça fait que, ben, on fait de quoi ici, puis là, on a raté des jets de commande. Ou tu sais, je veux faire un assaut, fait que là, je mets un aide de camp. Je veux aller plus loin, je mets un aide de camp. Puis là, j'ai mis 2 aides de camp là. Si je rate mon jet de commandement, puis qu'il fait rien, je perds 2 aides de camp, fait que je mets un 3e aide de camp. Sur un maximum de 7, ça commence à faire beaucoup. Donc, on a eu cette discussion-là, puis on s'est rendu compte que les Français, ou en tout cas les attaquants dans le général d'armée, il faut qu'ils avancent tout le long de la table, puis c'est long. Fait que quand tu as des réserves, ça prend du temps à se rendre. Donc là, notre intuition sur le coup, la plupart des gens, une bonne partie des gens autour de la table, c'était il faut qu'on fasse une règle maison. Puis il y avait des gens plus prudents comme John qui étaient attendez, on va poser la question, on va voir ce qu'ils se disent. Je pense qu'ils ont réfléchi à tout ça. Puis effectivement, il y a une façon d'utiliser un aide de camp pour arriver plus vite quand tu arrives en réserve. Mais ça pose la question, puis là, c'est quand je vous dis que les règles sont tricotées ensemble. Faut que je laisse cette aide de camp-là pour booster mon mouvement. Faut que j'aille, tu sais, dans toutes les décisions que j'ai à prendre, il faut que ce soit une décision que je peux me permettre de faire. Fait que tout ça pour dire, il y a toute une complexité là-dedans que je trouve bien le fun, mais que je pourrais comprendre que tout le monde n'aime pas. John va sur la page Facebook, pose cette question-là, et tu sais, quand John nous dit, dans les lardies, là, les gens qui aiment tout faire lardies, il y a un peu des gens qui sont dans un genre de culte. Ça m'a frappé. Le Stealer, Cole? Genre? OK. Ben, 4 bras. Ben ça, ma prochaine question, c'est qu'ils ont combien de bras, tes gens, dans ton culte? Ça va nous aider, là. Mais une des réponses qui m'a flabbergasté, c'est quelqu'un qui a dit tu peux faire, tu sais, qui propose un. Il y a beaucoup de gens qui disaient non, les règles sont parfaites comme ça, touche pas à ça. Je trouve ça plate. Puis il y en a qui disaient moi, je le laisserai comme ça, mais ce que je te suggère, c'est que tu peux faire ça. Là, je trouve ça le fun parce que oui, il donne son opinion, mais il donne un truc pour t'aider. Adaptation. Puis t'en as un qui propose un changement, puis l'autre qui dit ouais, mais t'as pas compris le jeu. C'est pas de même, ça marche. D'une façon, bon, sur Internet, le ton, c'est difficile à lire. L'autre, il répond non, c'est toi qui n'as pas compris. Puis l'autre, il dit tu dois pas aimer le jeu. T'aimes pas ça prendre des centres, tu dois pas aimer le jeu. Ben, je veux pas dire que la personne a pris un coq, qu'elle a sauté du coq à l'âne, tu sais, mais je pense qu'il y a un petit leap d'exagération ici. Oui. On s'entend pas sur la même règle, hein? Tu dois détester le jeu, c'est toi le problème, bye bye. C'est un petit peu intense. Mais ça, on s'avait pas vu dans les jeux de Games Workshop non plus. Là. C'est ça. Moi, ce que je constate, c'est que ça existe partout. Ça existe dans Donjons Dragons, ça existe dans Vampire, ça existe dans Magic. Puis t'as beaucoup de gens qui sont, si c'est écrit dans le livre, c'est comme ça, puis c'est rien d'autre. Puis si t'aimes pas, tu veux pas ça, c'est parce que t'aimes pas le jeu. Tu sais, tout de suite, le gros saut. Ouais. Mais la petite lueur d'espoir là-dedans, moi, je trouve, ou en tout cas, le flambeau de liberté. C'est l'auteur, lui, il est venu. C'est beau. Oh! Il est venu commenter. Puis l'auteur, il a dit je comprends, on s'est posé la même question. Dans un set de règles qui essaye d'être réaliste, il arrive un moment où on ne peut pas penser à toutes les possibilités. Fait que je vous encourage fortement à ajuster selon le scénario. Puis voici, moi, ce que j'ai pensé pour gérer ça. Fait qu'il n'a pas répondu à personne, c'est clair que t'aimes pas mon jeu parce que t'as pas lu mon livre puis tu le respectes pas. Exactement. Fait qu'il n'y a pas une réponse un peu biblique, mettons. Là. Exactement. Ah, ça, j'aime ça. Tu sais, les gens qui font preuve de nuance puis qui sont capables de pouvoir dire j'ai fait un jeu, je sais qu'il n'est pas parfait, mais voici comment est-ce que moi je l'adapte chez nous, puis voici comment est-ce que je vous invite à l'adapter chez vous. Ouais, puis si je me rappelle bien, là, ça ressemble à l'expérience que Phil t'avais eu avec Benoît quand vous avez joué à Frostgrave à Depticon. Avec Joe qui était là, puis vous posiez des questions sur les règles, puis il était comme oui, vas-y. Ouais, c'est un des meilleurs moments de mon vie. Ça m'a. C'est vraiment là que tu réalises que eux, quand ils développent un jeu, c'est comme pas là pour qu'on s'ostine sur des règles puis que t'as le droit ou t'as pas le droit. Là, ben, surtout quand on vise l'immersion ou la simulation puis le narratif, tu sais. Ouais, c'est ça. On revient de temps à une affaire qu'on a discuté souvent. Ça dépend de qui tu joues. Si t'es tous dans le même mindset, t'es tous sur la même page,
il n'y a pas personne qui va dire non, on fait pas ça. Parce que tout le monde va dire, hey, on fait ça, c'est cool, tu sais. Mais quand tu es des étrangers, des gens qui connaissent pas, ou dans un environnement, comme tu dis, tu n'as pas le même objectif, ben, comme on le voit souvent quand nous, on organise des events, ben, c'est pas tout le monde qui a les mêmes attentes. Fait que c'est sûr que là, à un moment donné, il faut un genre de middle ground pour en arriver à une décision, puis c'est là qu'il y a des règles, puis des points, des listes, peu importe, ils jouent. Mais quand tu es juste là, comme tu dis, pour... Mettons que tu te dis, hey, gars, aujourd'hui, là, les patates, c'est comme des carottes. On peut tirer Kevin. T'sais, tout le monde va être content. Oui. Ça s'arrange. Mais tu sais, si t'es dans un autre moment, il y a peut-être quelqu'un qui va faire, hey, ben non, c'est même trop chien pour Kevin. Les règles disent que les patates, Kevin, il y a plus de cover. C'est pas des carottes. Des patates, c'est pas des carottes. Des pommes, c'est pas des oranges. Ah, j'ai faim, là. Hein? Dans le faim, Hein? J'ai envie d'aller me faire un ragoût, là. Comme ça, des pommes, des carottes, des navires, des patates, tu manges. On revient en passe-partout. C'est ça! Ben, c'était tout, David? C'est tout. C'est tout? Ouais. OK. Bon, ben écoute, j'ai hâte de voir ça va être quoi ta prochaine fin de semaine dans un sous-sol à jouer à des jeux durant 2 jours, plusieurs heures. Ben, je suis content que tu aies pu le vivre, parce que pour vrai, hors scène, tu sais, hors podcast, tu nous en as parlé souvent que c'est quelque chose que tu avais hâte d'essayer et de faire un jour. Puis, je suis content que tu aies pu le vivre et que ça se soit bien passé. Tu sais, que tu as eu comme une belle expérience. Surtout que c'est pas un jeu que tu joues très, très souvent. Fait que, je trouve ça nice. Tant mieux que ta première expérience a été le fun, ça t'a donné le goût d'en faire une deuxième. Yeah! Donc, c'est pas mal tout pour nous autres. Ben, merci David pour ce beau David nous éduque. Si vous avez aimé l'épisode, tant mieux. Vous pouvez aller sur Spotify, sur Balado Québec, sur YouTube. Vous pouvez aller mettre un nombre de likes, vous pouvez aller mettre des étoiles, vous pouvez aller mettre ce que vous voulez. Je vous suggère le maximum possible, mais bon, je suis pas votre père, là, vous faites ce que vous faites. Sinon, les épisodes sortent à toutes les semaines. Donc, les épisodes vont sortir à peu près le dimanche, sensiblement, sur Spotify, Balado Québec et sur YouTube. Donc, si vous nous regardez en ce moment, si vous nous écoutez en ce moment, puis sur YouTube, vous pouvez commenter, mettre un pouce vert, commenter. Puis il y a un petit concours. Sur YouTube seulement. Si vous commentez, puis vous essayez de déterminer à quel pot de peinture de couleur le chandail de Kevin correspond à chaque épisode, le meilleur va avoir le droit de mention au prochain épisode. Oh shit! OK, bon, fait que je vais essayer de pas gamer le système. Choisir des chandails compliqués. J'adore ça, David. Bon, fait que concours tout le monde. Devinez ma couleur de t-shirt en pot de couleur de peinture, puis on va vous donner une mention spéciale. J'adore ça, bonne idée. Donc, si vous voulez aller sur YouTube, parce que là, évidemment, à l'audio, vous ne saurez jamais mon chandail a l'air de quelle couleur. Hein? Fait que c'est David Félix ici qui est sur YouTube. Les épisodes sur YouTube, vous pouvez trouver sur YouTube, soirée peinture. Direct, ça se trouve facilement. Sinon, sur Spotify, même chose, soirée peinture. Sur Instagram, c'est soirée.peinture. Sur les médias sociaux comme Facebook, ça va être soirée peinture le balado. C'est la page officielle où est-ce qu'on met les événements, où est-ce qu'on met les épisodes avec les belles images. Et on a aussi soirée peinture la communauté, qui est le groupe où est-ce qu'on partage tout le monde ensemble, où est-ce qu'on sort les mardis PEC, par exemple, à chaque semaine, et que ça nous permet de pouvoir partager plein d'affaires avec vous autres pour pouvoir trouver des projets cool puis nous inspirer. Et je pense que c'est pas mal tout. David? Bonne soirée peinture! Phil? Fardoche. Ah ouais, là, il y a pas pire. Bonne soirée peinture!